L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Bonjour Monsieur Miloud Mdjeled. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous dans le studio de la chaîne 3. Actualité oblige, on va parler aujourd'hui du lancement ce lundi de la 13e édition du NAPEC, le salon des conférences sur l'énergie et l'hydrogène pour l'Afrique et le bassin méditerranéen. C'est quand même la 13e édition. Quels sont les principaux enjeux du NAPEC cette année, Monsieur Miloud Mdjeled? Merci pour l'invitation. Comme vous l'avez mentionné, c'est la 13e édition. C'est un événement très important de la région MENA et la région Méditerranée. Déjà, le North Africa Mediterranean Energy et Hydrogen Exhibition and Conference se déroule actuellement. C'est aujourd'hui à partir de 6 au 9. On aura aujourd'hui l'ouverture par messieurs les ministres des hydrocarbures et des mines et monsieur le ministre des énergies renouvelables qui sont là et qui vont faire l'ouverture solennelle. Cette conférence va couvrir toutes les thématiques qui concernent le oil and gas, les énergies nouvelles et l'hydrogène. Pratiquement les thématiques ou les clés, c'est la transition énergétique, décarbonation, c'est les ressources non conventionnelles offshore, innovation en digitalisation et intelligence artificielle, c'est la chaîne de valeur d'hydrogène, c'est l'investissement, le partenariat, le cadre réglementaire qui va avec les systèmes fiscaux, les coûts, tout ça, ça va débattre dans les 3 jours au niveau d'or. Il y aura énormément de partenaires qui seront présents aujourd'hui. Il n'y a pas qu'une participation algérienne. Énormément de partenaires étrangers sont présents jusqu'au 9 octobre. Oui, tout à fait. Vous avez beaucoup c'est une panoplie de partenaires, notamment les majors. Vous avez ExxonMobil, vous avez Chevron, vous avez Total Energy, vous avez Sinopec, vous avez Equinor, vous avez beaucoup de compagnies internationales, beaucoup de sociétés de services et beaucoup de sociétés qui interviennent dans la transformation, plus des bureaux de consulting et des spécialistes et des experts. Il y aura certaines organisations internationales, il y aura les institutions et les agences de régulation du secteur des hydrocarbures, notamment ANNAFT et l'ARH et la CREG. Tout ce monde-là va participer à cet événement qui est très important pour nous, qui est, j'espère, Inch'Allah, réussite c'est-à-dire pour débattre des questions qui intéressent, c'est-à-dire l'Algérie. Qu'est-ce qui est attendu de l'organisation du NAPEC cette année? Qu'est-ce qui est attendu pour l'Algérie et pour le marché des hydrocarbures en Algérie? Qui est attendu, comme vous le savez, c'est une plateforme de discussion, c'est une plateforme d'avoir des échanges à haut niveau, c'est-à-dire des échanges à haut niveau. Il y a la présence de ministres, il y a la présence des patrons des grandes sociétés. Il y aura des discussions c'est-à-dire dans les thématiques qui intéressent notre secteur. Il y aura peut-être des poursuites de négociations, sachant que Sonatrach est en train de négocier avec des majors, avec Chevron et ExxonMobil, et Sinopec, et Oxy également. Et je pense que c'est l'occasion de renforcer davantage ces discussions et aller de l'avant vers concrétiser au mois prochainement des contrats dans l'amont pétrolier. Alors en parlant de ces partenariats stratégiques, le ministre de l'Énergie s'est entretenu hier avec des partenaires du Sultanat d'Oman. Il confirme ainsi la diversification des partenariats stratégiques. Parlez-nous de ces partenariats et quelle est la raison de la diversification de ces partenariats étrangers? Nous ne sommes plus avec des partenaires classiques, mais c'est vraiment, le champ de partenariat s'est élargi pour le domaine des hydrocarbures. Oui, comme vous le savez, le secteur des hydrocarbures, c'est un secteur très, très, très risqué et plusieurs intervenants. Si on prend la chaîne de valeur, développement de oil and gas, vous avez l'amont pétrolier qui a une activité très complexe. Il y a le sismique, il y a l'exploration, il y a le forage, il y a le développement, il y a toutes ces activités nécessitent des partenaires, diversification des partenaires. Il y a des partenaires qui interviennent dans la production, des partenaires qui interviennent dans les services, il y a des partenaires dans la transformation, dans la construction des usines, dans la pétrochimie, dans le raffinage, et la diversification, c'est apporter une solution, c'est-à-dire c'est le partage de technologie, le partage des risques, c'est-à-dire ils ramènent de l'argent, ils ramènent le savoir-faire, et ils sont là avec nous pour
c'est-à-dire pour développer, pour travailler ensemble pour c'est-à-dire gagnant-gagnant. C'est ça l'objectif, c'est-à-dire avec les partenaires. La diversification, c'est vrai qu'on n'est pas uniquement avec des sociétés américaines ou européennes, on est avec des sociétés asiatiques, avec des sociétés chinoises, avec aussi beaucoup de compagnies arabes. Vous avez la présence de Qatar Gaz, Qatar Petroleum. On est en discussion avec les sociétés omanaises et qui sont présentes dans la transformation, à l'exemple de Berwen, avec l'usine de fertilisants, et en train de négocier pour d'autres projets qui nous intéressent, et d'autres projets dans l'amont pétrolier et la transformation également. Alors, en parlant toujours de ces partenariats, qu'est-ce qui est attractif dans le marché algérien ? On va commencer déjà au niveau africain, puisque le président de la République a beaucoup insisté sur la dimension africaine. Oui. L'attractivité a plusieurs dimensions. L'attractivité, premièrement, c'est un domaine minier très vaste, très varié et très riche en hydrocarbures. Nous avons je ne vais pas dire une nouvelle loi, la loi 1913, qui donne beaucoup d'avantages, qui est parmi les meilleures lois au niveau international. Si vous prenez les royalties, on est à 5%. 5%, c'est le plus bas pratiquement dans les royalties, c'est-à-dire dans la redevance. Et on a un impôt sur le revenu, c'est-à-dire le tax income, c'est autour de 50%. Ce qui fait on a quand même un système fiscal très très actif, très attractif, et la diversification des systèmes contractuels, de contrats de partage production, sharing production, contrats de service à risque et contrats de concession, de participation. C'est-à-dire c'est la diversification, c'est la simplification de procédures dans les contrats dans le cadre de cette loi, et également en dehors du régime c'est-à-dire oil and gas, il y a la loi sur l'investissement qui donne beaucoup d'avantages et beaucoup de mesures incitatives, et également c'est le guichet unique, c'est la facilitation de tout ce qui est accès à l'investissement en dehors des hydrocarbures. C'est deux lois qui travaillent en parallèle, c'est-à-dire qui attirent les investisseurs et qui présentent l'Algérie comme un pays très très attractif en termes d'investissement. Deuxième avantage, c'est on est à côté de grands marchés, un marché européen qui est stable, qui est en train de dégringoler, et un grand marché, très très grand marché potentiel, c'est le marché africain. C'est-à-dire actuellement on travaille une stratégie à long terme d'aller vers le marché africain, parce qu'on sait très bien que l'avenir c'est l'Afrique. Actuellement, on a plus de 600 millions n'ont pas accès à l'électricité abordable et fiable. Et vous avez l'agenda 2030 des pays africains, vous avez un sommet qui a été tenu dernièrement qui prévoit un objectif de la réalisation de l'accès de l'énergie pour 300 millions. Et nous, on considère que c'est un marché pour nous, Sonatrach et l'entreprise Sonalgaz qui peuvent, c'est-à-dire avoir cette participation pour développer des partenariats pour augmenter l'accès à l'énergie en Afrique. Quels sont les principaux partenaires aujourd'hui au sein du continent pour l'Algérie dans le domaine des hydrocarbures, et quels sont les projets à développer précisément? Comme vous savez, Sonatrach est présente plusieurs pays, présente au Niger, elle est présente la Mauritanie, en Libye, et en train de discuter avec d'autres partenaires pour conclure des contrats. Et je pense que, c'est-à-dire aller vers ces pays africains, c'est une bonne opportunité pour développer, c'est-à-dire développer des activités non seulement en amont pétrolier, même pour l'électricité et pour les projets de distribution des produits pétroliers, et pourquoi pas d'aller vers d'autres, c'est-à-dire toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire de la production jusqu'à la distribution, c'est-à-dire projet dans l'amont, projet dans la transformation des raffinés, projet dans la distribution des GPL, puisqu'on a une grande expérience avec Naftan, la distribution des gaz butane, et une grande expérience par Sonalgaz à l'accès à l'énergie. On est à pratiquement 100% que le pays est électrifié à pratiquement 100% à l'accès à l'énergie au ménage, et plus de 70% à l'accès à gaz, c'est-à-dire une grande expérience de l'Algérie en matière d'accès à l'énergie. Je pense que les pays africains, l'Algérie peut partager cette expérience, non seulement même à travers la formation, à travers la valorisation des ressources humaines et renforcement de capital humain et technologie. En parlant d'ailleurs, vous aviez dit le mot transformation, en parlant de la transformation, qu'en est-il de la réalisation d'unités de transformation pour ne plus envisager d'exporter nos produits en brut?
Oui, c'est les orientations du président de la République, c'est-à-dire aller vers transformer la matière que l'a exportée à sa nature. Actuellement, on transforme uniquement entre 32 et 34%, et l'objectif du gouvernement d'atteindre 50% sur le moyen terme, et aller vers 80%, pourquoi pas 100%. Avec les projets qui sont en cours de réalisation, je parle notamment de la raffinerie de Hassim Saoud, 5 millions de tonnes, les projets de craquage de fuel, les projets de POH, les propylènes, les projets de portefeuille central. Je pense qu'on aura au moins augmenté la transformation. Très bien. Sur un délai on peut avoir un délai de réalisation? Ils sont tous, on est à 4 projets, ils sont en construction, c'est-à-dire je parle de la raffinerie d'Andrade, elle est en chantier. Oui. Les deux projets pétrochimiques, les projets pétrochimiques sont également en chantier par Sonatrach. Il y a également un autre projet qui est à l'international. Je vais citer peut-être l'unité de conversion de fuel de Skikda. L'appel d'offres est en cours. L'unité de hydrotraitement et reforming catalytique à RZE, l'appel d'offres également est en cours. C'est pour satisfaire la demande nationale en produits pétroliers. C'est les projets pétrochimiques, c'est les métals, l'MTBE à RZE. Il y a pratiquement 72% de réalisation, il est très bien avancé. Le benzène de l'Abskikda, il y a 35% d'avancement, et le propane, et là la production, tout ce qui est propylène, PDH-PP, il y a pratiquement 18%. C'est un grand projet, ça nous permet de satisfaire la demande nationale et d'exporter vers le marché européen notamment. Il y a également, j'ai parlé d'un projet en propane à l'international, c'est entre Sonatrach et une société turque. Alors, quels sont les avantages, pour qu'on puisse comprendre, de la transformation de ces produits bruts, notamment à l'export? Les avantages, si vous vendez un baril ou vendez 1 million de bouteilles de gaz, vous la vendre, par exemple, le baril actuellement il est à 67 à 80. Si vous l'avez transformé, c'est de créer de l'AVA, c'est-à-dire déjà vous avez l'avantage de l'emploi, et vous vendre le baril à 75 à 70. Déjà il y a un net, il y a un différentiel de 5, 6 dollars, 7 dollars par baril. Plus l'emploi, il y a beaucoup d'emplois derrière, c'est la création de l'emploi, on ne transforme plus, c'est un baril, et d'autres avantages, c'est-à-dire dans toute la chaîne de valeur. Pour la pétrochimie, le gaz, si vous prenez le gaz sur l'international, il est entre 10 et 12 sur le marché spot. Si vous transformez le gaz, vous allez peut-être multiplier par 3, par 4 si on produit pas de pétrochimique. C'est-à-dire, au lieu de vendre un volume à 10 dollars, vous allez vendre 20 dollars à 25 dollars. En plus, la création d'emplois, la création d'autres services en parallèle. Il n'y a pas que l'emploi, peut-être il y a des inputs qui rentrent dans l'industrie. Parce que si vous allez développer une industrie, vous allez faire une intégration de ce qui rentre dans les équipements qui rentrent dans cette transformation de soit pétrochimique, soit raffinage, soit transformation minière. La même chose. Monsieur Miloud Mdjeled, le ministre de l'Énergie, a d'ailleurs participé à la veille d'une APEC à une réunion de l'OPEP+, réunion lors de laquelle les 8 pays membres de l'OPEP+, engagés dans des ajustements volontaires de production, ont convenu d'augmenter leur production globale de 137 000 barils par jour, et cela à partir du mois de novembre. L'Algérie va également augmenter sa production, une hausse prudente, mais une hausse quand même. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette hausse de production pour le mois de novembre, notamment pour l'Algérie? De façon générale, si on fait un rappel de c'est-à-dire cet exercice qui est très, très complexe entre les pays OPEP et non OPEP, qui a été débuté après 2020, c'est-à-dire après le Covid, il y avait une décision de réduire tout ce qui est surplus sur le marché pour avoir un prix équitable et avoir c'est-à-dire une stabilité du marché pétrolier. On avait des prix moins de 20 dollars. Actuellement, alhamdoulilah, les prix sont entre 70 et 80, ils sont pratiquement stables. La stratégie, c'est quoi? C'est avoir un prix stable, c'est ne pas perdre les parts de marché. Ce qui fait l'OPEP et l'OPEP+, de revenir à leurs quotas initiaux
puisque on savait très très bien, si on laisse ça, c'est-à-dire on laisse, c'est-à-dire volontairement, c'est-à-dire réduire, avoir un prix très élevé, en parallèle, il y a des gens, il y a autres, c'est-à-dire d'autres pays qui vont prendre leur part des marchés. Ce qui fait actuellement, il y a un suivi permanent du marché pétrolier, suivi c'est-à-dire avec les experts, qui est en train de voir un petit peu l'équilibre, entre avoir cet équilibre, cet prix c'est-à-dire qui est juste et équitable, je pense, pour l'industrie, pour les consommateurs et pour les producteurs, et maintenir les parts de marché. Ce qui fait, c'est vrai qu'hier, il y avait la réunion G8 pour aller vers récupérer les 2,2 qui ont été décidés, où les prix étaient très très bas. Et l'OPEP travaille pour revenir à ce niveau graduellement. Chaque mois, c'est 137, 138, aller vers jusqu'à la compensation de 2,2 millions de barils jour. C'est ça l'objectif. Je pense que les prix sont pas vraiment. C'est-à-dire, on a perdu 3 mois, on a perdu $4, $5. On était à 73, il y avait une baisse de prix de mois de juillet, $2 ou $10. On est à 67, 68. Je pense 67 avec une période c'est-à-dire généralement la période de 4e trimestre. C'est connu, c'est la baisse des prix. Parce que il n'y a pas de demande, c'est-à-dire la demande c'est la période de août, et à partir de septembre on constate qu'il y a une baisse de la demande. Je pense que l'OPEP va continuer dans cette stratégie, aller vers cet équilibre et avoir un petit, c'est-à-dire voir de près attentif sur l'évolution fondamentaux du marché, l'offre, la demande, et notamment les stocks. Comme vous le savez, les stocks actuellement, il y a une augmentation, mais on est loin de la moyenne 2015-2019. C'est-à-dire on est en dessous, c'est-à-dire on est très à l'aise puisque quand même on a maintenu ce niveau de stock qui est acceptable pour les pays OPEP et les pays non OPEP. On n'a pas dépassé la fourchette 2015-2019. On est quand même moins de 200 millions de barils jour. 200 millions de barils, pardon. Alors, une autre question, est-ce que c'est dû aux fluctuations, c'est-à-dire à une société, à une situation géopolitique instable, ou est-ce que c'est tout simplement une demande qui est en baisse? Les deux facteurs. Le plus important, si on prend les fondamentaux, on est à une demande qui n'est pas vraiment très une demande qui est moyenne, c'est-à-dire qui n'est pas forte. On est si on prend les organisations, entre 700 000 barils jour jusqu'à 1,3. L'OPEP, elle prévoit pour 2025 1,3 barils jour d'augmentation, millions de barils jour, pardon. Et si on prend les années précédentes ou les années antérieures, on était plus de 2,2, 2,4, ce qui fait la différence. Si vous prenez la croissance économique, on est à 3%, c'est-à-dire toutes les organisations internationales, FMI, Banque mondiale ou l'OPEP, prévoient une croissance économique de 3%. Ce qui fait 3%, il ne va pas attirer plus la demande. Ce qui fait il y a des facteurs économiques, des fondamentaux. Il y a des facteurs géopolitiques, l'instabilité, les crises géopolitiques au niveau du Moyen-Orient, au niveau de l'Europe, qui pèsent sur la stabilité du marché. Alors, on va passer à un autre élément très important du marché international, l'Union européenne, qui compte mettre en œuvre à partir de 2026, comme vous le savez, son mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Alors, quelles sont les solutions qui sont prévues par l'Algérie pour répondre à ces nouvelles exigences du marché, c'est-à-dire la fameuse taxe carbone? Comme vous le savez, l'Algérie a instauré un dialogue stratégique avec l'Union européenne. Déjà, on prévoit des organisations, des réunions ministérielles avec le nouveau commissaire au mois de décembre pour discuter ces questions-là. Et actuellement, pour 2026, c'est une année, c'est-à-dire d'échange d'informations, c'est-à-dire une année qui commence à demander les baselines ou les statistiques des émissions, tout ce qui est métal. C'est vrai que le CBAM, le Carbon Border Mechanism Adjustment, instauré par l'Union européenne, il impacte 4 ou 5 produits, notamment le ciment, le fer et fertilisant, le verre et l'aluminium. On n'est pas concerné par l'aluminium. Et ça fait 2 ans, 3 ans qu'on est en train de travailler. On a un outil national qui est composé de plusieurs ministères, qui est présidé par le secteur des hydrocarbures humides, d'avoir cette stratégie pour
pour être au rendez-vous. On travaille avec toutes les sociétés de se préparer. Il est en train d'introduire notamment la réduction de tout ce qui est émission de CO2, l'introduction de renouvelables. On a fait beaucoup de sociétés qui ont introduit dans le processus de production de renouvelables les unités de production 100% renouvelables et l'introduction de l'utilisation de stockage de CO2, c'est à l'avenir. Et pour à moyen et long terme, c'est l'introduction, comme on appelle, l'hydrogène vert. L'hydrogène vert à partir de renouvelables. Et la stratégie, c'est mettre des grandes capacités de renouvelables et aller vers alimenter ces unités avec les énergies renouvelables. Et actuellement, on travaille sur la certification avec l'Union européenne pour introduire dans le process, c'est-à-dire l'utilité, au lieu de prendre l'électricité conventionnelle, prendre l'électricité 100% verte, pour dire, aller graduellement, c'est-à-dire c'est pas une taxation graduelle, c'est pas une taxe qui est... Et on est en train de négocier avec la partie européenne d'alléger un petit peu ce processus. Et on est bien avancé, notamment pour la chaîne de valeur hydrocarbures. Alléger sur le temps, alléger dans le... Oui. Sur le temps, parce que tout le monde, c'est-à-dire tous les pays, notamment donc, l'Algérie, puisque le marché naturel pour les hydrocarbures et pour le gaz naturel, c'est le marché européen. Oui. Il n'y a pas que le taxe CBAM, il y a l'interdiction, tout ce qui est l'interdiction dans le secteur de l'énergie, les émissions de méthane à partir de 2030. Ce qui va impacter les pays exportateurs de gaz naturel. Et nous, on est en train de travailler pour l'élimination. On a tous un dispositif pour éliminer graduellement le méthane. C'est très coûteux, on est en train de négocier, c'est très coûteux. Et ça demande beaucoup de technologie. Il y a des drones, il y a des caméras thermiques, et beaucoup d'investissements pour l'industrie oil and gas. Comme vous savez, l'étendue est très très vaste pour la gestion, notamment pour le transport. Ça nécessite quand même du temps. On est en train de travailler logistique et technologique. On va continuer également avec les grands projets qui ont été lancés dans le domaine. Alors, on va parler évidemment du grand projet de réalisation de chantier de 950 km qui relie le gisement de Rajbilat à la zone industrielle de Béchar. Donc, ce projet à plusieurs milliards de dollars va permettre à l'Algérie de rivaliser avec les géants miniers. Mais qu'en est-il de l'état d'avancement de ce projet, Monsieur Miloud Mjeled? L'état d'avancement, le projet avance normalement. Vous avez dit qu'il y a la ligne c'est un compte de finalisation. Nous, on est en train de travailler il y a de l'ouverture du gisement. Le gisement est ouvert, ça fait plus de 2 ans. On travaille avec le montage de l'usine, avec Sinosteel pour la réalisation d'une unité de production de 4 millions de tonnes. On discuter l'alimentation d'électricité, l'alimentation en gaz. Tout ça, ils sont en chantier pour que l'usine soit prête c'est-à-dire dans les délais retenus par Sonarem et par les pouvoirs publics. Très bien. Un autre, je vais vous poser la même question pour le projet de phosphate intégré de Bled El Hadba dans la wilaya de Tbessa, ainsi que la ligne ferroviaire minière qui est destinée à son acheminement. Où en est le taux de réalisation, l'avancement du projet? Ce projet-là, et vu l'importance du projet, les pouvoirs publics, ils ont mis 2 groupes industriels importants. Il y a Sonatrach qui est chef de file avec Sonarem. Sonarem intervient dans l'amont et Sonatrach avec l'expérience dans la transformation des hydrocarbures. C'est-à-dire pratiquement les mêmes types de projets, c'est la transformation. On est en train dans la phase réalisation des FEED, c'est-à-dire les FEED, c'est tout ce qui est engineering, procurement. Et une fois qu'on finalise les FEED, on va réaliser l'usine en EPC. C'est-à-dire c'est un train qui réalise ce projet important pour la production de traitement de 10 millions de phosphate brut et produire 7 millions enrichis. Une dernière question avant la fin de cette émission. Quel est l'impact socio-économique de ces projets qui ont
d'une dimension, d'une importante dimension sur les régions, notamment à Tebessa, puisque ça concerne 4 wilayas. Je vais commencer peut-être l'impact macroéconomique. C'est le président de la République, il a fixé un objectif d'atteindre 400 milliards de dinars, 400 milliards de dollars du PIB. Et pour atteindre ces 400, il faut créer de la richesse, il faut développer des projets importants. Et parmi les projets importants qui vont contribuer à cet objectif, c'est les 3 projets. C'est le projet de Garage Billet, un grand projet de la production de fer. C'est le projet de phosphate de l'Adhadba. Et c'est le projet de zinc de Oued Amizour, plus les petits projets qu'on est en train de développer. Sans créer de la valeur, créer de la richesse. Deuxième impact, c'est la création de l'emploi et la création de la richesse et la diversification de l'économie nationale à travers les exportations, c'est-à-dire un objectif d'atteindre graduellement 5 jusqu'à 10 millions de dollars d'exportation en hydrocarbures. C'est ça l'objectif socio-économique. Merci beaucoup, Monsieur Miloud Mdjeled. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chaîne 3. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la prospective au ministère des Hydrocarbures et des Mines et que nous vous avions invité à l'occasion du lancement de la 13e édition du NAPEC. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie.